Sylvie Paris. Je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire. Je suis chargée de mission régionale prévention pour MGEN dans les Hauts-de-France. En effet, en tant que mutuelle, MGEN a toujours accompagné ses adhérents bien au-delà des seuls remboursements de santé et elle a notamment développé localement des actions de prévention pour ses adhérents et aussi à destination des personnels des fonctions publiques dans le cadre de la santé au travail avec des partenariats nationaux ou locaux. Depuis plusieurs années, MGEN s'implique dans la lutte contre la problématique des addictions, en particulier du tabagisme. Nous participons d'ailleurs à la campagne Moi sans tabac organisée par Santé publique France depuis sa première édition en 2016. C'est un défi collectif qui vise à inciter et accompagner les fumeurs dans leur démarche d'arrêt du tabac via des actions de communication et de prévention en proximité. Pour vous accompagner dans cette lutte contre l'addiction au tabac, MGEN s'est associé avec les fonds Addicted et l'association Je ne fume plus pour organiser cette webconférence intitulée « Arrêter de fumer et redécouvrir la vie autrement, c'est possible ». Et c'est bien ce message que nous souhaitons porter ici. Nous allons passer un peu plus d'une heure ensemble. Dans un instant, je donnerai la parole au Dr Arvers, qui est addictologue. Il apportera des informations, en particulier sur les bienfaits de l'arrêt du tabac et les dispositifs éprouvés d'aide à l'arrêt. Et puis, nous aurons le témoignage de Joëlle Lapalus. C'est une ancienne fumeuse. Elle partage maintenant son expérience en tant qu'actrice du réseau Je ne fume plus. Nous aurons ensuite un temps d'échange et vous pourrez alors poser vos questions dans le fil de discussion. Je vous souhaite un bon moment et je passe la parole au Dr Arvers. Je vous retrouverai à la fin de ce webinaire. Merci madame. Bonsoir à toutes et à tous. Il est important de pouvoir aller dans cette dynamique, on va dire, d'arrêter de fumer de manière à tourner la page et découvrir la vie autrement. C'est possible. Alors ça peut être seul, mais surtout ça peut être ensemble, et en particulier avec votre mutuelle, la MGEN. Alors, je vais juste commencer en donnant quelques chiffres qui montrent, on va dire, l'évolution du tabagisme en France depuis une vingtaine d'années. Et vous voyez une courbe, deux courbes, une en bleu qui représente l'évolution du tabagisme parmi les hommes et une en rouge, l'évolution du tabagisme en France chez les femmes. Et on voit qu'il y a un écart, on va dire, en gros 4-5 points, on va dire, entre les hommes et les femmes. Et on observe qu'en 2016, la consommation, on va dire, de tabac en France a diminué. Vous voyez, 2016, 2017, 2018, 2019, avec une diminution, on va dire, au moins de 4 points parmi les hommes et 6 points parmi les femmes. Et puis, en 2019 et en 2020, on observe une petite remontée. Pourquoi? Parce que pendant le premier confinement, en 2020, il y a eu parmi les consommateurs de tabac une augmentation, on va dire, de leur tabagisme. 2 enquêtes, on va dire, indépendantes ont montré une augmentation de 27% du tabagisme parmi, on va dire, les adultes. Qu'en est-il parmi les jeunes? Et là, sur cette petite courbe, pour me croire, vous voyez l'expérimentation du tabagisme, et on voit que jusqu'en 2017, elle diminue fortement, tout comme le tabagisme, on va dire, quotidien parmi les jeunes à 17 ans. Et quand on regarde, on va dire encore là, l'évolution du tabagisme parmi les plus jeunes, les collégiens en classe de 3e, eh bien, on voit au milieu l'expérimentation du tabagisme qui chute de manière importante en, on va dire, une dizaine d'années entre 2010 et 2021. Tout comme l'usage quotidien parmi les plus jeunes. Donc, cette évolution, on va dire, d'une baisse du tabagisme en France, aussi bien chez les adultes que parmi, on va dire, les jeunes à 17 ans, et également parmi les plus jeunes dès la classe, on va dire, de 3e. Alors, ça a été rappelé par Madame Paris à l'instant.
Le mois sans tabac en France s'inspire du Stoptober au Royaume-Uni, qui existe depuis 2012 et qui a montré, on va dire, son efficacité. Si j'arrive à m'arrêter de fumer pendant un mois, eh bien, il y a 5 fois plus de chances que cet arrêt ponctuel de un mois se poursuive au-delà d'un mois. Donc, c'est quand même un investissement avec on va dire, un retour sur investissement non négligeable. Alors, ce mois sans tabac 2022, on est en plein dedans, avec différents outils, on va dire, de tabac infoservice. La ligne d'appel 3989, qui permet d'avoir une première écoute et un suivi, si besoin, par un tabacologue, leur site internet, le kit d'aide à l'arrêt du tabac que l'on peut trouver auprès des professionnels de santé, mais également chez votre pharmacien, l'application, on va dire, mobile. Et puis, ce qui est nouveau depuis l'an passé, c'est qu'au lieu d'avoir un agenda où on a jour après jour les bénéfices de l'arrêt depuis le premier jour où on arrête, eh bien, on prend en compte les 10 jours qui précèdent de manière à anticiper un petit peu cet arrêt au cours de, on va dire, d'une dizaine de jours. Simplement, le bilan, on va dire, 2021 a montré qu'il y a une petite baisse depuis 2020 et 2021. On va dire que le recours au mois sans tabac à travers les forums régionaux ou bien des groupes est en petite diminution et que ceux qui s'y, on va dire, participent, qui s'y connectent, sont plutôt des appelants un peu plus âgés et ça a l'air actuellement, peut-être que cette année ça sera différent, de moins intéresser les plus jeunes. Alors, quand on pose la question aux Français, lors de votre dernière tentative d'arrêt au cours des 2 dernières années, comment avez-vous fait? Eh bien, on voit que près de 70% précisent qu'ils n'ont eu recours à aucune aide. Par contre, on voit que près de 15% des fumeurs ou ex-fumeurs déclarent avoir eu recours à la vape, à la cigarette électronique, sans traitement de substitution. Près de 12% ont eu recours au traitement nicotinique de substitution, ils reviendront. Donc voilà un petit peu les modes, on va dire, de sortie du tabagisme en France. Ce qui est important, c'est peut-être parfois de ne pas vouloir se précipiter par rapport à une décision d'arrêter de fumer. Pourquoi? Parce que le fumeur passe par différents stades. Voilà. On commence par être fumeur, on est vraiment, on va dire, on se plaît à fumer, on est heureux, on est, on va dire, bien avec cet état de choses. On va peut-être passer par un autre état où d'un côté il y aura le plaisir, des bénéfices à fumer, et puis déjà, on va dire, des effets secondaires, des effets qui font que dans la balance, bon, ça s'équilibre peut-être un peu, mais bon, voilà, il n'y a pas que du plaisir à fumer. Et puis un beau jour, on va prendre la décision de s'arrêter de fumer parce que les bénéfices sont moindres par rapport aux inconvénients à fumer. Et après, on prendra cette décision d'arrêt et puis on deviendra, on va dire, un ex-fumeur. Mais si la reprise du tabac est là, il ne faudra pas, on va dire, se culpabiliser, penser qu'on est vraiment, on manque de volonté. Non, avoir à l'esprit que cette reprise du tabagisme fait partie du cycle et après, on va refranchir peut-être plus rapidement ces étapes pour sortir définitivement du tabagisme. Et ce qui est important, c'est de pouvoir mettre noir sur blanc, finalement, les avantages et inconvénients à fumer, tout comme, finalement, si j'arrêtais de fumer, quels seraient pour moi les bénéfices d'arrêter de fumer et peut-être que j'ai des craintes. Et il est important de pouvoir mettre vraiment noir sur blanc, c'est ce que je fais au cours des consultations, les avantages et inconvénients à fumer et puis les bénéfices à arrêter de fumer, voire les inconvénients. De manière à voir comment se remplissent ces différentes colonnes, le but étant que petit à petit, si on va prendre cette décision de s'arrêter et que l'on va arrêter de fumer, ça voudra dire que l'on aura identifié beaucoup de désavantages à continuer à fumer et par contre beaucoup de bénéfices à arrêter de fumer. Voilà. Et un point important, une question que l'on vous a peut-être posée, mais peut-être on vous la posera, c'est ce que l'on appelle le conseil minimal d'arrêt. Vous fumez, eh bien sachez qu'avec un traitement et un accompagnement personnalisé, vous pourrez multiplier par 4, oui, par 4, les chances de réussir votre arrêt du tabac. Voilà, on pose la question, conseil minimal d'arrêt, et puis, voilà, on peut en reparler, ou bien on peut prévoir une consultation, ou si vous préférez, je peux vous adresser vers un autre professionnel de santé. Conseil minimal, on va dire, d'arrêt,
200 000 personnes chaque année vont passer du stade de décision d'arrêt à l'arrêt, et c'est donc au moins d'être négligeable. Alors, c'est vrai que quand on parle du tabagisme, on va bien sûr se focaliser sur les méfaits, on va dire les risques qui sont liés aux différentes substances qu'il y a dans le tabac. La nicotine, qui rend addict, on y reviendra. Le CO, le monoxyde de carbone, qui va se fixer sur les globules rouges. Des goudrons, des nitrosamines, qui sont cancérogènes. 7000, on va dire, substances dans la fumée du tabac, dont 70 qui sont cancérogènes. Et puis de nombreuses substances irritantes, qui sont la cause de différentes maladies, de cancers, 17 localisations de cancer avec le tabac. Il n'y a pas que les poumons et les bronches. Bien sûr, il y a la vessie, il y a le col de l'utérus et bien d'autres. Et puis, il y a des maladies cardiovasculaires, infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, et puis, bien sûr, artérite des membres inférieurs. Voilà. Plutôt que, on va dire, se focaliser sur les risques, prendre peur, il faut plutôt se dire, voilà, si j'arrête de fumer, quels vont être les bienfaits de l'arrêt du tabac? Et je passe la main de manière à vous passer une toute petite vidéo et je vous retrouve juste après. Alors, pour la santé, c'est sûr que c'est bénéfique, mais c'est vrai qu'également, sur un autre plan, le plan financier, cela permet, on va dire, de faire des économies. Et c'est un élément que l'on retrouve, on va dire, dans le kit d'aide à l'arrêt du tabac. Voilà, en particulier, voilà, si je fume 25 cigarettes par jour, bien, au bout d'un an, si j'ai arrêté de fumer, j'aurais économisé 4 500 €, et au bout de 10 ans, 45 000 €. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Une personne que j'avais accompagnée m'avait dit, voilà, si j'arrête de fumer, c'est 300 € que je vais mettre de côté chaque mois. Or, c'est ce qui me manque pour un prêt d'accession à la propriété. Donc, ça a été, on va dire, la motivation pour cette personne. Et après, elle m'a dit, voilà, c'est impeccable, j'ai eu mon prêt. Et maintenant, en plus, mes enfants sont venus me féliciter et sont fiers de moi. Donc voilà, un bénéfice pour la santé. Et puis après, on peut trouver, bien sûr, d'autres raisons pour lesquelles on va s'arrêter de fumer. Alors, avec le tabac, il n'y a pas une dépendance, mais il y a, on va dire, trois dépendances. Une dépendance à la nicotine, qui est une substance, on va dire, qui vraiment est au moins aussi addictive que l'héroïne, que la cocaïne. Et puis, il y a aussi cette gestuelle, cette dépendance comportementale. On va prendre la cigarette de manière automatique, dans différentes circonstances, même sans y penser, de manière réflexe. Et puis, il y a une dépendance psychologique. Dans certaines situations, je me sens mal, je ressens des émotions, on va dire, plutôt négatives.
je peux être stressé. Eh bien, c'est vrai qu'on peut avoir recours à la cigarette qui donne, on va dire, l'impression de faire passer pendant un temps, bien sûr, tous les problèmes que l'on a. Alors, la nicotine, comment agit-elle? Eh bien, il faut savoir qu'au niveau de notre cerveau, nous avons de nombreux récepteurs à la nicotine. Chez le non-fumeur, il y en a peu. Mais chez le fumeur, eh bien, ces récepteurs vont se multiplier et petit à petit, ils vont se désensibiliser. Voilà. Quand on fume, la nicotine représentée par ces petits triangles rouges vont venir se fixer sur les récepteurs de manière à calmer le manque, le besoin de nicotine. Et petit à petit, ils vont se désensibiliser. Donc, il faudra fumer plus, plus tôt, plus grande quantité. Pourquoi? Eh bien, parce que quand on inhale de la fumée de cigarette, on a des shoots de nicotine, comme quand on injecte, on va dire, de l'héroïne par voie intraveineuse, on a ces shoots. Et vous voyez qu'en 7 secondes, la nicotine va venir se fixer au niveau du cerveau sur ses récepteurs. C'est loin d'être négligeable. Et comme le précisait le maître Gilbert Lagrue, vous ne pouvez pas être coupable d'un manque de volonté, mais vous êtes en fait victime d'une dépendance. Et cette dépendance nicotinique, on l'évalue à l'aide d'un questionnaire que l'on appelle le questionnaire de Fagerström, car Fagerström est un Suédois qui a mis au point ce questionnaire en 6 questions, et parfois vous le trouverez en 2 questions, uniquement la prise en compte du temps qu'il y a entre le réveil et la première cigarette, qui peut être très court, moins de 5 minutes, voire plus long. Et puis, dans la version courte, on a également le nombre de cigarettes qui sont fumées. Sinon, on demande s'il est difficile de ne pas fumer dans les lieux où c'est interdit. On demande si on fume de manière plus rapprochée le matin que dans le restant de la journée. Et puis, si on fume malgré le fait d'être malade au point d'être couché au lit. En fonction des modalités de réponse, on a un score. Et plus ce score est élevé, plus le degré de dépendance à la nicotine est important et ça va permettre, on va dire, de moduler le traitement par les substituts nicotiniques. Alors, vous allez me dire, ben oui, mais bon, dans la cigarette, il y a la nicotine, mais si vous me donnez des packs de nicotine, ça ne change rien. Ce qui change, et vous l'avez représenté sur ce schéma, c'est qu'avec la fumée de cigarette, on a des shoots de nicotine, alors qu'avec les différents traitements nicotiniques de substitution, spray nasal buccal que l'on a en France, les gommes, les pastilles, les comprimés, l'inhaleur ou le patch, on a, on va dire, des taux de nicotine qui sont bien en dessous du seuil qui va entretenir ou déclencher la dépendance nicotinique. Et ce qui est important, c'est qu'il va falloir associer les patchs aux formes orales. C'est ce qui marche le mieux plutôt que prendre ou les patchs ou les formes orales pendant, on va dire, aussi longtemps qu'il le faut. Et on estime qu'il faut au moins 3 mois de traitement et chaque mois, on peut réévaluer, on va dire, le besoin, quitte à diminuer, on va dire, la teneur en nicotine des patchs et puis continuer à prendre aussi souvent qu'il le faut au cours de la journée des formes orales. Donc, c'est pour ça qu'on peut en prendre 5, 10, 15, 20, presque autant, on va dire, que l'on prenait de cigarettes. On ne va pas les croquer, on va les laisser fondre dans la bouche. Et puis, si par hasard vous craquez et qu'une cigarette arrive et que vous avez un patch, surtout ne pas avoir le réflexe d'enlever le patch. Ce n'est pas dangereux de fumer sous patch. On a même des réductions de consommation sous patch. Donc, ce qui est dangereux, c'est de continuer, bien sûr, à fumer. Et la grossesse ou bien même un infarctus du myocarde récent ne sont pas des contre-indications, on va dire, au patch. Et ce qui est important de savoir, c'est que depuis maintenant 2016, de nombreux professionnels de santé peuvent vous prescrire sur ordonnance ces substituts nicotiniques que sont les patchs et les formes orales. Médecins, médecins généralistes, médecins du travail, kinés, sages-femmes, infirmières, chirurgiens dentistes. Et la prise en charge par l'assurance maladie est de 65%. Et puis, votre complémentaire santé, donc la MGVN par exemple, va venir prendre en charge le complément, ce qui veut dire que le reste à charge pour vous sera nul. Sachez que, voilà, quand on n'a pas, qu'on veut s'arrêter de fumer sans prendre de substitut nicotinique, ou bien que l'on a des substituts nicotiniques, mais pas suffisamment, justement, on peut ressentir des signes de manque. L'envie de fumer, cette envie irrépressible, ce craving. On peut se sentir nerveux, agressif, énervé, ressentir de la tristesse, de l'anxiété, des signes de dépression, grignotage, envie de manger, des troubles du sommeil, des troubles de la concentration. Eh bien, c'est simplement que les besoins de nicotine sont très forts. Il va falloir prendre des substituts nicotiniques ou si vous en prenez déjà,
ça veut dire que vous n'en prenez pas suffisamment et suffisamment longtemps. Alors, les signes de surdosage, je les cite, ils sont très rares, donc il ne faut vraiment pas avoir peur, en disant j'ai un patch, je prends des formes orales, de ressentir ces signes, on va dire, de surdosage. Ces signes, ils sont là quand, pour la première fois, on prend une cigarette, eh bien, on ressent des nausées, des vertiges, on peut avoir de l'insomnie. Donc, ces signes de surdosage, ils sont cités, mais voilà, vous pouvez les oublier. Ce que je voulais aussi préciser, c'est qu'il faudra, la prescription, on va dire, des substituts nicotiniques, bien s'assurer auprès du professionnel de santé que ce qu'il vous prescrit est remboursé. Parce que depuis, on va dire, 2 ans, certains laboratoires commencent à sortir du déremboursement. Pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'ils ne gagnent pas assez d'argent avec ce qui est, on va dire, le prix qui était fixé avec l'assurance maladie. Donc, bien s'assurer que ce qui vous est proposé est toujours remboursé. Alors, sachez qu'en première intention, ce sont les substituts nicotiniques que l'on propose, mais qu'il existe d'autres médicaments. Je les cite et vous pourrez les retrouver à la fin de ce document que vous aurez bientôt en PDF. C'est la varénicline, le Champix, mais depuis l'an dernier, on va dire qu'il est un petit peu retiré de la circulation. Et puis, il y a le bupropion, qui est le Ziban, qui est un autre médicament. Alors, la dépendance nicotinique, on en a parlé. Et puis, il y a la prise en charge de cette dépendance comportementale. Comment peut-on faire? Et là, on peut, on va dire, partir dans des thérapies cognitives et comportementales. Ça peut être à travers des entretiens motivationnels, qui est une première étape. Et pour la dépendance psychologique, eh bien, il faut savoir qu'il existe des exercices respiratoires, comme la cohérence cardiaque, la relaxation, la sophrologie, la méditation pleine conscience. Et sachez également que hypnose et acupuncture peuvent être des aides, mais je dirais en complément des substituts nicotiniques. Mais c'est quelque chose qui peut être proposé. La Haute Autorité de Santé a dit, voilà, on n'a pas pu l'évaluer, c'est sûr qu'on ne va pas faire d'études en double aveugle, hypnose versus, on va dire, une autre technique qui y ressemblerait, et acupuncture, d'avoir quelque chose, on va dire, un groupe contrôle, non, ce n'était pas possible, mais dans certaines situations, ça peut être une aide efficace pour certaines personnes. Et puis, la réduction de risque, parce que je me positionne vraiment en réduction de risque, il y a la cigarette électronique. Ce n'est pas une cigarette, mais c'est la vaporette, ce vapoteur personnel qui va, on va dire, être une alternative transitoire à l'arrêt du tabac. L'important est de savoir qu'il n'y a pas de combustion, donc il n'y a pas de monoxyde de carbone, cette substance qui se fixe sur le globule rouge à la place de l'oxygène. Et il y a beaucoup moins de substances, on va dire, irritantes et cancérogènes. Nos collègues anglais, le ministère de la Santé anglais, précisent depuis maintenant 7 ans que la réduction de risque, elle n'est pas de 2-3%, non, elle est de 95%. Alors, tout frais de cette semaine, une étude Cochrane qui compare, on va dire, les substituts nicotiniques à la cigarette électronique avec de la nicotine. Eh bien, cette méta-analyse montre que la vape avec nicotine est plus efficace que les patchs en termes d'efficacité de sevrage tabagique à 6 mois. Il y a, on va dire, un bénéfice supérieur de 63%, avec un niveau de preuve élevé. Donc, ça me semble important de le préciser. Mais qu'en pensent les autorités françaises? Alors, la Haute Autorité de Santé avait mis des recommandations en 2006 et elles n'ont pas tellement, on va dire, bougé. La Société française d'anesthésie et réanimation a donné un avis qui est important, parce que quand on va être opéré, c'est vrai que dans le passé, il était déconseillé, on va dire, d'être vapoteur. Maintenant, la société précise que le recours à la vape doit être considéré par les médecins anesthésistes réanimateurs comme, on va dire, une alternative très positive en période préopératoire. Il suffit d'arrêter, on va dire, quelques heures avant. En 2019, la Société francophone de tabacologie, dont je suis administrateur par ailleurs, et la Société de pneumologie de langue française avait dit « La cigarette électronique est probablement une aide efficace pour arrêter de fumer. Elle doit être utilisée de façon, on va dire, temporaire, et bien sûr, elle doit être proscrite chez les non-fumeurs et chez les mineurs. » L'Institut national du cancer avait aussi précisé que la cigarette électronique peut être un outil d'aide à l'arrêt du tabac.
Sachez par ailleurs que le Haut Conseil de la santé publique a rétropédalé en fin d'année dernière par rapport à sa décision 2016 en disant les connaissances fondées sur les preuves sont insuffisantes à ce jour pour proposer ces systèmes électroniques, on va dire diffuseurs de nicotine, comme une aide au sevrage tabagique dans la prise en charge des fumeurs par les professionnels de santé. Alors, je voulais vous dire un mot de la puff. Vous avez dû peut-être en entendre parler. La puff, je dirais que c'est un peu comme la Joule. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est, je vais vous en dire deux mots. Ce sont des cigarettes électroniques jetables. Là, je suis allé cet après-midi sur un site. Voilà, ils se positionnent dans le cadre du mois sans tabac. Allez, on vous vend, on va dire, cette cigarette électronique avec des sels de nicotine. Non, ce sont des produits jetables, donc sur le plan écologique non plus, ce n'est pas la panacée. Voilà. Alors, en 2021, c'est sorti aux États-Unis, la puff. C'est de la cigarette électronique, je vous dis, jetable, non réutilisable, avec des sels de nicotine, dont une partie, on va dire, est inefficace. Donc, voilà. Et comme la Joule, on va dire, ça a été, on va dire, il y a eu la promotion à travers les réseaux sociaux, comme Instagram. Et en décembre dernier, la Fédération interprofessionnelle de la vape, la FIVAP, avait alerté les pouvoirs publics et il a fallu attendre, on va dire, le mois de mars de cette année pour que le ministère de la Santé s'en préoccupe. Mais sachez que ça existe, que les bureaux de tabac, bien sûr, en proposent, certains magasins, Jiffy, des idées de génie, ben non, ce n'est pas une idée de génie, la proposent et on peut la trouver également en ligne sur Internet. Voilà. Et sachez qu'il existe aussi quelque chose qui ressemble à la vape, mais qui n'en est pas, c'est le tabac chauffé. Vous connaissez peut-être. Votre buraliste, bien sûr, essaiera de le vendre, vu que c'est Philip Morris International qui le propose. C'est IQOS, ou c'est Plume, que fait Japan Tobacco, ou bien c'est la Glo. C'est du tabac chauffé. Ce tabac, il est chauffé, pyrolysé, il y a donc une combustion et il va donc contenir du monoxyde de carbone, mais de nombreuses substances irritantes et cancérogènes. En 2017, une publication a manqué de ne pas sortir parce que l'industrie de tabac a voulu, on va dire, interdire la publication. Mais Jacques Cornus, qui était le recteur de l'université de Lausanne, où travaillait Reto Hauer, s'est dit non, je soutiens, on va dire, les chercheurs et on publie cette étude. Pourquoi l'industrie du tabac ne voulait-elle pas la publier? C'est parce qu'on trouve de nombreuses substances cancérogènes, presque autant que dans le tabac, de la nicotine, bien sûr, et du monoxyde de carbone qui montre qu'il y a quand même une pyrolyse, donc une début de combustion, qui a de la fumée, et donc ce n'est pas de la vape. Un mot sur la chicha, vous connaissez peut-être, c'est un concentré de fumée du tabac. Une bouffée, on va dire, de chicha équivaut à fumer une cigarette. Et une session, on va dire, de 30 à 40, 45 minutes de chicha, c'est l'équivalent d'1 à 2 paquets de cigarettes. Donc, à écarter, c'est quelque chose de très toxique. Et l'eau ne va rien filtrer du tout. Et souvent, c'est vrai qu'on peut trouver dans la chicha du tabac, mais aussi du cannabis. Et parfois, on remplace, on va dire, l'eau par de l'alcool. Donc, ça peut être un mélange détonnant à éviter. Je vous dis un mot du tabac sans fumée, le smokeless tobacco, bien connu, on va dire, de nos collègues suédois, mais on le trouve depuis de nombreuses années déjà au Canada. Au départ, vous voyez, c'était du tabac qui était mis dans la bouche, ce qui fait qu'après, on le recrachait. Ça diffuse sans combustion de la nicotine, mais avec également des substances cancérogènes. Récemment, en 2021, l'Institut de santé publique norvégien a publié une étude disant qu'il n'y avait pas de lien entre le snus, qui est maintenant sans nitrosamine, pas de lien avec le cancer du poumon, pas de lien avec les cancers de la cavité buccale ou bien de la gorge. Par contre, il peut y avoir une augmentation du risque du cancer de l'œsophage, de l'estomac, du rectum, une augmentation du risque de faire de l'hypertension artérielle. Il faut savoir qu'en Scandinavie, ce sont, on va dire, des substituts du snus qui sont proposés actuellement. C'est de la nicotine qu'on va trouver dans des pouches, donc que l'on va mettre dans la bouche, collé contre la gencive, et ça va diffuser, on va dire, de la nicotine. Karl Fagerström, dont je vous parlais, qui a donné son nom au test de dépistage, au test d'évaluation de la dépendance nicotinique, a fondé une société et
cette société est reconnue par le ministère de la Santé, on va dire, suédoise, et on peut vendre, on va dire, ces produits comme des substituts nicotiniques. Voilà ce que l'on trouve, on va dire, actuellement. Donc, c'est de la nicotine à la menthe. Donc, ça se rapproche, on va dire, beaucoup des comprimés, on va dire, que l'on propose comme traitement de substitution en France. Et puis, aux États-Unis, il faut savoir que c'est l'industrie du tabac qui propose la même chose. Voilà. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'à tout moment, il est bien sûr bénéfique de vouloir s'arrêter de fumer, d'être dans cette démarche, en étant, on va dire, entouré. Ça marchera mieux que si on est seul, mais qu'il est bien sûr important de trouver le bon moment qui vous correspond. Ça peut être bien sûr dans le cadre du mois sans tabac, et ça peut être un autre moment dans l'année. À chacun sa méthode pour se sevrer du tabac. Et comme je vous l'ai dit, la rechute n'est pas un signe de manque de volonté, ça fait partie du cycle de changement. Voilà, c'est quelque chose qui est repris, on va dire, dans le kit d'aide à l'arrêt au tabac. Et je vais laisser la place à Madame Lapadu de l'association Je ne fume plus. Très belle association. Et donc, je lui laisse la parole. Bonsoir à tous. Alors déjà, je tiens à vous remercier de m'avoir invité aujourd'hui parce que je crois énormément à ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique, c'est-à-dire pour aider les fumeurs, il y a tout le personnel de santé, notamment le docteur Larvers qui est présent, qui nous donne beaucoup d'informations, qui nous marque, qui nous permettent de comprendre comment ça fonctionne. Et puis, il y a aussi ceux qui sont passés par là, par l'arrêt du tabac. Je pense que c'est important aussi de les entendre parce qu'on ne perçoit pas forcément de la même façon. Voilà, alors, bon, vous l'avez compris, je suis une ex-fumeuse. Je ne suis pas toute jeune. J'ai 60 ans. Ceci dit, il n'y a pas d'âge pour arrêter de fumer. Les bénéfices seront toujours présents, quel que soit l'âge auquel on arrête. Je suis retraitée, mais ça, à la limite, ça n'a pas trop d'intérêt. J'ai fumé quand même pendant 42 ans à raison de plus d'1 paquet par jour. J'ai fumé des cigarettes industrielles et j'ai également fumé, puisque ça coûte moins cher, des cigarettes tubées qui sont encore plus nocives. Ça, il faut le savoir. Enfin, on ne le sait pas, mais elles sont plus nocives. Voilà. Comme énormément de fumeurs, j'ai fait beaucoup de tentatives avant d'y arriver. Il ne faut pas se décourager, il faut toujours recommencer, il faut y croire, il faut croire en soi. Aujourd'hui, je suis vraiment, je peux être fière, oui, je suis fière de moi, je suis surtout heureuse. Et ce que j'aimerais faire, c'est témoigner ce que je fais pour vous montrer que c'est possible, on peut y arriver. Et on peut y arriver même quand on est persuadé, je l'ai été pendant très, très, très longtemps, persuadé qu'on n'y arrivera jamais. Les autres peuvent le faire, mais moi, je ne pourrai jamais y arriver tellement je suis accro, etc., etc. Eh bien, aujourd'hui, je dis que c'est possible. J'ai arrêté le 24 mars 2021, attention, à 11h25. C'est important parce que dans mon cerveau, c'est ancré et les défumeurs sont très attachés à leur date d'arrêt, à l'heure d'arrêt. C'est tout. C'est un accouchement, enfin, c'est quelque chose de très, très fort en nous. Donc, je n'oublierai jamais cette date. J'en suis donc, si vous savez calculer, à 600 jours d'arrêt, ce qui fait bientôt 20 mois. Et puis, comme tout à l'heure, on l'a vu dans le kit « Moi, ça va bas », j'ai vérifié, je suis à 6 700 € d'économie. Donc, je ne l'ai pas fait pour ça, mais je peux vous avouer que je suis bien contente de les avoir dans mon porte-monnaie. Voilà, je le dis, mais je le répète, je ne me serais jamais cru capable d'y arriver. Voilà, je ne vais pas crier victoire parce que je me connais, je sais que j'ai été très addicte et je resterai vigilante toute ma vie. Mais par contre, aujourd'hui, par rapport à ma défume, je me sens hyper sereine et assez sûre de moi, en fait. Voilà. Alors, pourquoi j'ai arrêté? En soi, mon pourquoi n'a pas trop d'intérêt. Quelques petits soucis de santé, mais pas trop. Alors que malheureusement, il y a des personnes qui en ont
est bien plus important. Par contre, ce qui est certain dans mon processus, c'est que pendant des années, je me suis dit, je dois arrêter, il faut arrêter. Et puis un jour, j'ai dit, je veux arrêter. Et ça a été vraiment le déclic très, très important parce que j'avais mon petit-fils de 3 mois en face de moi et je me suis dit, je veux vivre et je veux bien vivre pour lui. Je veux partager des choses avec mon petit-fils. Et là, c'était plus je dois, il faut, c'était plus les risques du petit scanner, machin, c'était je veux vivre avec lui. Voilà. Alors, pour d'autres personnes, ce sera un autre déclic, on est tous différents à un autre moment, etc., etc. Parfois, même pour certaines personnes, le déclic, il arrive un jour, mais il est complètement inconscient. Les gens ne savent pas pourquoi. Ce jour-là, ils auront enfin réussi à arrêter. Au niveau de, comment dire, de ma démarche, et j'ai envie de les appeler les armes que j'ai utilisées, parce que c'est quand même un combat. J'ai personnellement choisi de fixer mon jour d'arrêt avec une séance d'hypnose. Parce que personnellement, j'y crois très fort. C'est une discipline qui me plaît beaucoup, que j'avais déjà testée avant, qui n'avait pas été suffisante. Mais je me suis dit, je sais que pour moi, une séance d'hypnose pour me préparer à arrêter, ça va être très bien. Donc, j'ai fait ma séance d'hypnose. J'avais quand même avant, j'avais vu mon médecin qui m'avait prescrit des patchs, des pastilles. Et puis, parce que sur ce coup-là, je voulais vraiment tout mettre de mon côté, j'étais également allée m'acheter une vape dosée avec de la nicotine. Donc, j'étais quand même bien armée. Ce que j'ai fait également, et j'en parlerai dans le second temps, c'est que j'ai eu vraiment un besoin de chercher des renseignements, des conseils sur Internet. Parce que quand on veut arrêter, on se retrouve un peu devant un mur et on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait pas comment ça va se passer, on ne comprend pas pourquoi c'est si dur, etc. etc. Et donc, je suis tombée vraiment par hasard sur un groupe Facebook dont je reparlerai en deuxième partie, qui s'appelle JNFP et qui m'a, je le dis, je le crie, qui m'a sauvé la vie dans ma défume. Je crois que sans le groupe, en plus du reste, je n'y serais pas arrivée. Voilà. Donc, oui, je pense que ce qui m'a sauvée, donc, c'est deux choses. C'est l'association des substituts et l'aide humaine. L'association des substituts, donc je le répète, des patchs, des pastilles, la vape pour la gestuelle, pour le besoin que j'avais encore et que j'ai encore d'avoir quelque chose dans la main, quelque chose à porter dans la bouche, quelque chose qui se passe au niveau buccal, etc. etc. Donc ça, c'est le côté, on va dire, substitution. Et ce qui m'a sauvé aussi, c'est l'aide humaine. Donc, je l'ai trouvé sur le groupe « Je ne fume plus », de même que je l'ai trouvé auprès de mon médecin, de ma tabacologue et de ma pneumologue. C'est, je l'ai dit au début, je le répète, c'est vraiment cette alliance qui est hyper importante. Voilà. Donc, ce soir, je suis là pour vous prouver que on peut arrêter, j'en suis une preuve vivante. Et vous parlez également du groupe qui a vraiment été pour moi quelque chose d'extraordinaire, à tel point qu'aujourd'hui, je suis investie à fond dedans. Il n'y a pas que le groupe Je ne fume plus, il y a d'autres groupes sur le net. Il semblerait que le fait d'être aidé comme ça par un groupe autosupport, ça multiplie par 3 les chances d'arrêter. Je vous parle du groupe que je connais, le groupe Je ne fume plus. Nous sommes quand même 22 000 membres inscrits. C'est sur Facebook, c'est complètement gratuit. C'est un groupe fermé, c'est-à-dire qu'il faut être membre pour avoir accès, ce qui fait que ça protège un peu tout ce qu'on peut exprimer, les questions qu'on peut poser. Seuls les membres peuvent nous lire.
Donc, si on veut pas, si on a des choses à raconter et qu'on ne veut pas que le conjoint, les parents, les amis lisent, s'ils ne sont pas inscrits sur le groupe, ça reste entre nous. Je peux dire sur ce groupe qu'il est génial. Mais à part ça, plus concrètement, sur ce groupe, il n'y a vraiment aucun jugement. Personne n'est jugé, on est là pour soutenir, pour aider. Il n'y a pas une seule méthode qui est plébiscitée. Toutes les méthodes sont acceptées, toutes les méthodes sont encouragées. Sur ce groupe, on trouve beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance, du soutien et des conseils. Et c'est hyper important d'être conseillé, de comprendre ce qui se passe, comme les diaporamas du Dr Harvers ou d'autres lives, etc. C'est hyper important de comprendre comment fonctionne notre cerveau, pourquoi on a parfois cette réaction de craving, de manque d'envie, pourquoi on est énervé. C'est hyper important de comprendre. Le groupe permet de rompre l'isolement. D'ailleurs, sur le flyer de Je ne fume plus, c'est arrêter de fumer, oui, mais pas tout seul. Et quand on est sur ce groupe de 22 000 personnes, on est tous ensemble, on agit dans le même objectif. On ressent de la compassion qu'on ne ressent pas forcément avec les gens qui nous entourent au quotidien, tout simplement parce que soit ils ne sont pas fumeurs, soit ils ne sont pas dans la démarche d'arrêt, et donc ils ne savent pas ce qu'on ressent. Parce qu'également, il y a encore beaucoup trop d'idées reçues, et donc on se fait critiquer quand on défume. Beaucoup de défumeurs sont critiqués parce qu'ils ont une vape, alors que désolé, vaper, ce n'est plus fumer. Il n'y a plus le monoxyde de carbone, donc on est libéré de ce côté le plus néfaste du tabac. On a parlé tout à l'heure de 95% de risque en moins avec la vape par rapport au tabac. J'adore une autre comparaison du professeur Dotzenberg. J'adore cette image qui dit « Fumer, c'est rouler à 150 km/h à contresens sur l'autoroute ». Vous imaginez un peu les risques que vous prenez. Vaper, on va toujours rouler à 150 km/h. Donc, on prend peut-être le risque d'un petit flash de temps en temps, mais on est dans le bon sens de l'autoroute. Donc, forcément, le risque, il n'a rien à voir. Ne pas rester seul, ok. Donc, sur le groupe, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve plein de posts. Ils sont tous complètement différents. On a beaucoup de partage d'expériences, les ressentis des gens. Je mets le patch, tiens, ça me démange, qu'est-ce qu'il faut faire, machin. Il y a toujours un membre qui va répondre. Les gens viennent témoigner de leur parcours, un peu comme je le fais là, mais par écrit, peut-être de façon un peu plus succincte. Certains viennent y trouver la motivation qu'ils n'ont pas eue avant. Et il y a pas mal de membres qui sont en fait un peu spectateurs du groupe pendant parfois plusieurs années et qui, à force de lire les témoignages, à force de comprendre comment ça fonctionne, eh bien, ils vont trouver leur motivation. Il y a aussi sur ce groupe, et je trouve ça génial, il y a des posts de bonne humeur, des jeux, comme la chanson que vous avez eue tout à l'heure en entrée. Parce que, oui, défumer, c'est pas avoir son mouchoir et dire « je ne fume plus ». Non, défumer, c'est enfin se libérer, trouver sa liberté, et puis on peut rire, on peut s'amuser. Il y a aussi, c'est hyper important, ouais, les teams dédiés sur le groupe. Il y a vraiment, des spécialistes, ce sont des membres, hein, des membres comme tout un chacun, qui se sont spécialisés dans les substituts. Donc, si vous avez une question, est-ce que je suis assez dosée ou pas, j'ai la bouche pâteuse, est-ce que je ne suis pas trop surdosée, etc. Eh bien, vous posez la question à la team, c'est-à-dire sur un poste dédié, et vous allez avoir des réponses vraiment personnalisées. Idem pour la vape. Les copains vont vous conseiller telle puissance, etc., etc. Sur ce groupe, on trouve énormément d'informations sourcées, scientifiques, médicales. Et ça, c'est hyper important. Ce n'est pas des trucs comme ça qui sortent de n'importe où. Tout est vérifié, toutes les sources sont indiquées.
Et puis, on a, et ça c'est du bonheur, on a énormément des lives, donc un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui ici, avec des spécialistes de renommée. Je vais vous en citer un présent, Philippe Arders, qui est, comment dire, qui est un fidèle invité sur le groupe, et il y en a d'autres. On a des addictologues, des tabacologues, des pneumologues, même des diététiciens, parce qu'on sait aussi que l'arrêt du tabac, c'est souvent la prise de quelques kilos, mais il y a des trucs pour y remédier. Et d'ailleurs, puisque je suis là pour témoigner, je peux dire que j'ai pris 12 kilos en arrêtant de fumer, et qu'au jour de mes 1 an d'arrêt, je me suis dit, tu as gagné la bagarre contre le tabac, maintenant tu vas gagner la bagarre contre tes kilos. Et je les ai reperdus assez rapidement. Voilà, pour dire que ce groupe, c'est vraiment une richesse incroyable. Moi, je dis que c'est la caverne d'Ali Baba, non pas d'Ali Baba, mais de la défume. On trouve vraiment énormément de choses. Voilà, je voudrais la citer parce que je l'adore, parce qu'elle est formidable. La fondatrice de ce groupe, Françoise Godel, qui est une femme incroyable, une femme de cœur, c'est le moteur du groupe, c'est une personne extraordinaire. Je vais dire merci à son mari, Alain, qui est le côté hyper technique, machin et tout, hyper génial aussi. Je veux remercier tous les administrateurs, les modérateurs et les animateurs du groupe qui font un travail formidable. On ne s'en rend pas compte quand on est sur le groupe, mais je peux vous dire que j'y suis depuis 20 mois. Et j'ai découvert petit à petit tout ce qui se passe derrière, les équipes, les machins, le travail d'harmonisation qui est fait derrière, c'est extraordinaire. Voilà, sur ce groupe, donc c'est un groupe auto-support, c'est-à-dire que ce sont les membres entre eux qui se répondent, qui se soutiennent, qui s'aident, etc. etc. Voilà, et juste pour finir, ce n'est pas le plus important, mais ça l'est quand même, dire que sur ce groupe, ce sont des bénévoles, et que c'est plein d'humanité. Voilà, si vous avez quelques petites questions à poser, je suis prête à y répondre. Effectivement, on arrive au temps de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions par rapport à tout ce que vous avez pu entendre ce soir, à exprimer vos surprises, que ce soit dans le fil de discussion du webinaire, que ce soit dans l'onglet questions-réponses. Nos hôtes se feront un plaisir de vous répondre chaque fois que possible. Alors, ce n'est pas toujours évident de poser la première question, hein, mais surtout, n'hésitez pas, c'est le bon moment. Là, on a une petite question dans l'onglet questions-réponses. Une dame qui nous dit « Bonsoir, connaissez-vous l'impact sur la santé des vaporisateurs commercialisés par la société Strauss et Bickel ou autres ?» Alors, j'avais vu la question. Alors, j'en ai profité pour aller voir en ligne un peu de quoi il en retournait. Donc, a priori, ce sont des vaporisateurs de cannabis. Et là, je n'en sais pas plus. Alors, il faut savoir que ça me renvoie il y a quelques années, quand j'avais une consultation au centre de cancérologie à Lyon, au centre Léon Bérard, un de mes patients qui avait un cancer quand même de la lymphe, un lymphome non-Hodgkinien, m'avait dit « Bon, avec vous, je veux bien, j'accepte d'arrêter de fumer. Par contre, le cannabis, je ne peux pas. » Donc, avec ma conjointe, on s'est acheté un vaporisateur. Et donc, je dirais que la vaporisation, c'est encore une réduction de risque par rapport au fait de fumer, que ce soit de l'herbe ou de la résine de cannabis. Mais là, je n'ai aucun élément concernant, on va dire, le recours à ces vaporisateurs. Actuellement, on va dire, il y a une expérimentation qui est faite en France sur le cannabis, on va dire, thérapeutique, géré par mon collègue et ami Nicolas Autier de Clermont-Ferrand. 3000 patients doivent être inclus, alors dans des pathologies, on va dire, bien particulières, comme la spasticité de la sclérose en plaques, l'oncologie, les soins palliatifs, certaines formes d'épilepsie, et puis des douleurs neuropathiques. Donc là, il y a différents centres en France qui permettent, on va dire, d'inclure des patients qui correspondent, on va dire, à certains profils. Et là, on va proposer ou du tétrahydrocannabinol seul, soit associé à du CBD, le cannabidiol, dans des proportions différentes.
Et ces personnes vont être suivies pendant au moins 1 an de manière à voir si le traitement qui leur a été proposé est efficace. Il n'y a pas de gros contrôle. Donc là, on est bien dans le cannabis thérapeutique dans certaines indications. Mais pour répondre à la question, est-ce vaporisateur en particulier, je n'ai aucun élément de réponse, et en particulier sur le retentissement sur la santé. Simplement, voilà, vaporisation, que ce soit, on va dire, de la nicotine ou du cannabis, c'est toujours moins pire que de fumer parce qu'il n'y a pas de combustion, donc pas de monoxyde de carbone et beaucoup moins de substances, on va dire, qui vont être transformées et à l'origine de substances cancérogènes ou irritantes. Pour être, comment dire, vraiment une adepte de l'hypnose, je vais même vous avouer que j'ai même fait une formation tellement ça m'intéressait. Je crois vraiment aux vertus de l'hypnose. Mais par contre, je tiens quand même à préciser qu'il faut quand même être très vigilant sur à qui on s'adresse. Il y a des hypnothérapeutes je le dis, tant pis, ça n'engage que moi, qui n'ont pas la formation requise et qui se disent hypnothérapeutes. Ils ont le droit de le faire puisqu'on peut, comment dire, se mettre une plaque d'hypnothérapeute. Moi, je pourrais en avoir une puisque j'ai le diplôme, mais ceci dit, je ne la mets pas parce que je ne me considère pas comme suffisamment formée. Donc, par contre, je crois très, très, très fort à cette discipline. Donc, je vous conseille ce que j'ai fait récemment avec une amie, c'est vraiment de chercher, comment dire, dans les médecins qui pratiquent l'hypnose. Au moins, là, on est dans un cadre hyper cadré, sérieux, et c'est vraiment ce que je conseille. Après, il y a peut-être des personnes très, très bien qui ne sont pas forcément dans le monde médical, mais là, je pense qu'il ne faut pas y aller au hasard sur Internet, il faut y aller par le bouche à oreille. Quand on a eu de très bons retours, là, OK, on peut y aller. Voilà, je me suis permise de faire cette petite remarque. J'aimerais, si je puis me permettre, j'ai vu 2 questions sur le poids. Oui, oui. Donc, alors, je crois que c'est Céline ou je ne sais plus qui, enfin, peu importe, c'est pas grave. Quelqu'un qui met qu'elle a pris 5 kilos et que du coup, elle a encore refumé. Je la comprends 1000 fois, 3000 fois, parce que j'ai arrêté de fumer il y a des années et voyant les kilos arriver, je ne me supportais plus, j'ai refumé et direct, j'ai perdu mes kilos. Donc, c'est très bien pendant un petit laps de temps, mais quand on vieillit, quand on prend du temps, etc., et que vraiment dans le cerveau, on se rend compte qu'un jour, il va falloir arrêter ou qu'on a le déclic, l'étincelle qui fait qu'on veut arrêter, vraiment, je pense que les kilos, ce n'est pas la première bataille. Il faut accepter d'en prendre quelques-uns. Alors, certains, d'ailleurs, ne vont même pas en prendre. Certaines personnes vont même perdre des kilos. Donc, ce n'est pas une fatalité. Mais si on perd des kilos, il faut les accepter. Et je l'ai dit tout à l'heure, il arrivera un moment où on pourra s'attaquer aux kilos. Quand on a réussi à gagner la bataille contre le tabac, la bataille contre les kilos est beaucoup plus facile. Et puis, pour la santé, il n'y a pas photo. Mieux vaut prendre quelques kilos que de continuer à fumer. Voilà, j'en ai profité pour rajouter 2 petits éléments en complément de ce que vient de dire Joël, parce que la nicotine, ça brûle les graisses. Donc, c'est vrai qu'un paquet de cigarettes, 20 cigarettes, c'est 200 kilocalories que vous brûlez sans rien faire. Donc, quand on arrête de fumer, dans 2 tiers des cas, donc pas tout le monde, il peut y avoir une reprise de poids, 2,8 kg chez l'homme en moyenne et 3,8 kg chez la femme. Et c'est vrai que parfois, une consultation avec un diététicien, une diététicienne, ces consultations sont souvent, on va dire, prises en compte et prises en charge par les complémentaires santé. Eh bien, ça permet de refaire peut-être une évaluation des prises alimentaires et plutôt que de partir dans des régimes, simplement d'expliquer quels sont les aliments que l'on peut associer ou pas. Parce que c'est vrai que quand on arrête de fumer, on va retrouver le goût, l'odorat. Pendant qu'on fumait, on avait nos papilles engluées dans le goudron, donc on avait tendance à manger gras, à saler, à avoir une nourriture, on va dire, très épicée. Et à l'arrêt, on va dire, du tabac, on peut aussi parfois compenser en augmentant, on va dire, son alimentation. Et il peut y avoir cette prise de poids qui peut être régulée rapidement. Moi, j'ai adressé un de mes collègues à Lyon qui était nutritionniste, les patientes qui avaient pris, on va dire, plus de 5 kilos. Et ça passait par un interrogatoire
de manière à voir un petit peu comment associer les aliments au cours de la journée. Pour le moment, je ne vois plus de questions. J'ai vu une autre question aussi sur peut-on associer le Oui. patch à la cigarette électronique? Et ça, je pense que c'est une réponse importante à donner parce que effectivement, c'est aussi une manière d'aider en supplément. Je me permets, et après le docteur ira approfondir. Oui, je le dis aussi, je pense que c'est ce… Alors, bien sûr qu'on peut associer les différents substituts, et je dirais même plus, c'est conseillé de le faire. Il faut savoir que les différents substituts n'agissent pas de la même façon dans le, comment dire, le débit de nicotine qu'ils vont apporter. Le patch, ça va être une délivrance toute linéaire, toute douce, toute la journée, etc., etc. Puis à certains moments, on a quand même une envie avec la clope, parce qu'on a des habitudes. Là, on peut très bien la calmer en prenant une pastille, parce que ça va rajouter un peu plus de nicotine, mais aussi ça va occuper la bouche, l'espace buccal, etc., etc. Il ne faut pas avoir peur d'être surdosé, donc on peut les associer. Personnellement, je le conseille. Et moi, en plus, j'ai associé la vape. Donc, je suis un exemple d'une association plus. Je ne peux que confirmer, voilà. Ce qui est important, c'est d'avoir suffisamment de nicotine sous n'importe quelle forme. Et ça peut être, on va dire, le patch, les formes orales, puis à certains moments, la vape. L'intérêt de la vape, c'est qu'on peut le doser, on va dire, déjà les niveaux, on va dire, de… Il y a deux substances qui vont être chauffées de manière à faire de la vapeur d'eau, c'est le propylène glycol et puis également la glycérine végétale, le glycérol. Et on peut jouer, on va dire, sur la répartition du 50-50, 80-20. On va jouer également sur le dosage en nicotine. Et puis, c'est vrai qu'à tout moment, ça permet d'avoir quelque chose. Et plutôt que reprendre une cigarette, associer les trois sans aucun souci, sans aucun risque. Et sur la vape, je me permets de dire que pour affronter les moments que tous les défumeurs redoutent, c'est-à-dire les apéros, les barbecues, les rencontres en terrasse avec les copains, avoir une vape quand on est à côté de fumeurs, ça comble l'envie. Voilà. D'abord, il y a de la vapeur, c'est pas de la fumée, c'est de la vapeur. On fait comme les autres, on a un truc dans la main, c'est comme les autres, on a le geste à la bouche, c'est comme tout le monde. Et donc là, on ne souffre plus de voir des fumeurs à côté de soi. Et Joël, moi, je vais me permettre une question, puisqu'il n'y en a plus actuellement sur le fil de discussion, mais n'hésitez pas à en remettre. Qu'est-ce que vous avez le plus apprécié ou qu'est-ce que vous avez apprécié en premier quand vous avez arrêté de fumer? Il fallait me prévenir, je n'ai pas réfléchi. Ah, bah, tant pis, c'est une question Alors, qui est venue en vous écoutant. qu'est-ce que j'ai apprécié? Je vais être sincère, je dirais qu'au début, je n'ai pas tellement apprécié parce que j'avais beau être substituée, il y a quand même des envies, j'ai quand même vécu des cravings, etc., etc. C'est pas quelque chose quand même de très facile, même si les substituts aident énormément, même si le groupe nous soutient, il y a quand même quelque chose d'un peu difficile à traverser. Par contre, je dirais que le truc quand même qui m'a le plus encouragée à continuer, c'est quand j'ai revu ma pneumologue 6 mois après, je pense. Enfin, je ne sais plus bien exactement les dates, et où là, on s'est rendu compte donc, que ma radio des poumons et mon scanner étaient complètement, n'avaient pas bougé d'un poil, alors que j'ai de l'emphysème, j'ai des nodules, mais le fait d'arrêter de fumer, tout s'est complètement stabilisé. Donc ça, c'est super, génial, ouf. Et puis également, j'ai récupéré, et ça, c'était, comment dire, c'était des testeurs, c'est pas dans la tête que ça se passe, j'ai récupéré également au niveau du souffle. Donc ça, c'est se dire, OK, déjà de ce point de vue-là, c'est très bien. Après, qu'est-ce que j'ai repéré? Moi, je ne l'ai pas repéré, mais j'ai des copines qui m'ont dit que j'avais un meilleur teint. Bon, en vrai, moi, je m'en fous, mais ça fait du bien à entendre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à accepter quand je l'entendais au début. Je me sens plus zen qu'avant.
Et ça, c'est incroyable parce qu'on dit toujours qu'on fume pour se calmer, etc., etc., ce qui était vrai pour moi, hein, mais c'est une croyance. Parce qu'en fait, depuis que j'ai arrêté, je me rends compte que je gère plus facilement les situations, entre guillemets, de crise, d'émotion. Ça ne veut pas dire que j'en ai plus, hein. Là, il suffit de regarder mon cou, il est tout rouge, je suis stressée. Ce n'est pas pour autant que j'aurais envie d'une clope. Ben, merci beaucoup, c'est intéressant. J'ai vu qu'il y avait une question sur le fil de discussion. Si le docteur Herbers l'a vu, je vais le laisser. Oui, oui, c'est vrai que c'est quelque chose que l'on peut observer parce que ces patchs, hein, pour tenir, eh bien, on fait appel à une colle et il peut arriver parfois qu'il y ait, on va dire, des réactions allergiques à la colle qui permet de fixer le patch. Alors, il faut savoir, suivant les marques de patch, ce n'est pas la même colle qui est utilisée. Donc, premier conseil, c'est changer, on va dire, de marque de patch. Il y a plusieurs laboratoires qui proposent des patchs. Et puis, une autre solution, c'est de mettre le patch sous la plante, au niveau de la voûte plantaire. Alors là, on est dans une période de l'année où il y a quand même moins de transpiration que l'été. Donc, le patch aura peut-être tendance à mieux tenir. C'est une zone, on va dire, moins allergisante. Donc, de mettre le patch sous la voûte plantaire. Et c'est vrai que bon, j'ai essayé toutes les marques, j'entends bien, mais après, c'est d'essayer dans une zone où il y a moins de réactions plutôt que de prendre un antihistaminique si besoin pour éviter cette réaction allergique. Et c'est vrai que parfois, on était amené, quand vraiment il y avait une intolérance, on va dire, au patch, de faire appel, on va dire, au Formoral en grande quantité sur la journée, et puis là, d'associer, comme le précisait Joël, la vape. Hein. Mais la varénicline, qui est ce médicament hein, que l'on avait à disposition depuis quelques années, permettait, on va dire, de pallier, on va dire, ces inconvénients avec le patch. Or, il est pour l'instant, on va dire, hors circuit. Peut-être qu'il reviendra sur le marché l'année prochaine quand il va être génériqué, parce que Pfizer, il n'en vendait pas tant que ça et beaucoup moins que les vaccins anti-Covid. Peut-être va laisser la main à d'autres laboratoires qui vont continuer à le vendre parce que c'est vrai que c'est aussi un médicament très utile. Alors, il y en a un autre, mais qui est plutôt utilisé dans certains pays de l'Est, comme la Hongrie, comme la Pologne, hein, c'est le Tabex, hein, c'est de la cytisine. C'est une plante à partir de laquelle on a un composé qui est vraiment très proche de la varénicline, qui agit sur certains récepteurs nicotiniques, qui nécessite plusieurs prises par jour, mais qui n'est pas commercialisé en France. Pourquoi? Parce que je pense qu'elle ne présenterait pas assez de profit pour l'industrie pharmaceutique. Je ferme la parenthèse. Une petite chose aussi qui me vient à l'esprit, je ne sais plus si on l'a dit ou pas, mais j'en parle parce que sur le groupe, c'est quelque chose qui revient très, très, très souvent. C'est que surtout, il ne faut pas être trop pressé pour baisser la substitution. C'est, comme le dit toujours Françoise, hein, je reprends ses mots, on a fumé pendant 10, 20, 30, 40 ans, on ne s'est jamais inquiété de savoir combien on absorbait de nicotine et je passe le reste, les goudrons et les autres matières. Alors franchement, prenez votre temps. Certains, au bout d'un mois, veulent déjà baisser. Non, alors ça, c'est le docteur Inverse qui va répondre, mais moi, je dirais 6 mois, 1 an, voire plus. Complètement, c'est vraiment adapté à chacun. Et voilà. Ce qui fait qu'on peut, chaque mois, on va dire, évaluer les choses. Mais comme je dis moi à mes patients, c'est vous l'expert. Hein. Moi, je ne peux que prendre en compte ce que vous me dites. Donc, si vous estimez que vous pouvez baisser, allez-y, puis vous voyez si ça fonctionne, tant mieux. Sinon, vous reprenez, on va dire, le dosage que vous aviez précédemment. Mais parfois, c'est vrai que ça peut être plusieurs mois. Chez certains patients, ça a été plusieurs années. Et puis, il y a des moments, on va dire, de la vie où il faut prendre plus, en particulier la grossesse, parce que le métabolisme de la nicotine est augmenté, donc il va falloir des doses plus importantes, comme le diabète. Alors, le diabète peut être déclenché par le tabagisme, mais si on est fumeur et qu'on est porteur d'un diabète type 1, type 2, eh bien là aussi, on sait également qu'il va falloir avoir des doses plus importantes de nicotine, donc il ne faut pas hésiter à ce moment-là à augmenter les dosages des substituts nicotiniques. Là, il y a une question qui vient tout juste d'apparaître, c'est
y a-t-il des études concernant la toxicité des substances qui donnent à la vape leur goût? Alors, ce sont les arômes. Alors, c'est vrai que les arômes, initialement, ils étaient faits pour être ingérés et non pas, on va dire, chauffés. Et là, la vape, ça fait quand même plus d'une dizaine d'années qu'elle est utilisée. Alors, avec bien sûr des modèles qui ont évolué, première génération, deuxième, troisième, quatrième. Alors, c'est vrai que si on s'amuse à chauffer avec les résistances, être, on va dire, en surchauffe, ils peuvent se dégager des substances même cancérogènes que l'on n'a pas lors d'une utilisation, on va dire, normale de la vape. Alors, ces additifs, on va dire ces arômes, qu'ils soient sucrés ou pas, je dirais qu'au bout de 10 ans, non, on n'a peut-être pas le recul par rapport à leur toxicité éventuelle. La semaine prochaine, enfin, les 5 et 6 décembre, auront lieu, on va dire, 2 journées internationales organisées par l'Institut national du cancer sur la vape, son utilisation, sur les risques éventuels, on va dire, sur le plan sanitaire. Peut-être qu'il en ressortira, on va dire, des éléments dans les semaines à venir. Et puis, je vois également là, le fait, voilà, je fume, j'arrête de fumer. Alors, c'est vrai que dans certaines situations, quand je suis entouré de personnes qui vont peut-être prendre un verre d'alcool, ça met en jeu le même système, on va dire, de récompense qui va, on va dire, demander une substance. Système de récompense, si on ne lui fournit plus la nicotine, il va essayer, on va dire, d'interagir alors par le recours, on va dire, à l'alcool ou éventuellement à d'autres substances. Pas pour autant qu'il faudra, on va dire, passer d'une dépendance à l'autre. Par contre, il faudra peut-être être attentif par rapport à ses consommations. C'est ce que précisait récemment là, Françoise Godel, disant voilà, moi, quand j'ai arrêté, j'ai commencé à prendre un petit verre le soir, puis après ça a été 2, puis après 3. Donc, il faut être peut-être attentif par rapport à, on va dire, des risques de passer d'une consommation à l'autre, sans pour autant tomber, on va dire, bien sûr, dans une addiction. Le sucre aussi. C'est vrai que, comme à l'arrêt de l'alcool, ou le recours à des boissons sucrées, parce que, on va dire, on a besoin de. Voilà, on supprime quelque chose qui pouvait nous procurer du plaisir. On essaie, on va dire, de retrouver le plaisir autrement. Et là, c'est vrai que je conseille, moi, des fois, d'avoir des pastilles à la menthe, fortement, on va dire, dosées, qui permettent d'avoir du peps au niveau des papilles gustatives, sans pour autant, bien sûr, tomber dans d'autres addictions. Donc, être vigilant par rapport à cela, sans pour autant, on va dire, se faire peur. Donc là, on a eu une petite précision sur la question de tout à l'heure. Catherine qui nous demande au sujet des études concernant les vapes, et plus particulièrement les saveurs mentholées et les arômes exotiques, s'il y avait des études dessus. Il faut savoir qu'à une époque, les cigarettes, il y avait une marque de cigarettes américaine où il y avait une petite pastille. En appuyant sur la pastille, il y avait un shoot de menthol. Ce n'était pas par hasard. Il faut simplement savoir que ce menthol va venir désensibiliser plus rapidement les récepteurs nicotiniques, donc mettre en place une dépendance nicotinique plus précoce et plus importante. Donc, c'était fait sciemment. Après, dans nos substituts nicotiniques, il y en a qui sont aussi à la menthe fraîche, réglisse menthe, parce qu'on aime trouver quelque chose au niveau, on va dire, des papilles gustatives. Mais bon, après, il y a des arômes sucrés, il y a arôme tabac, il y a menthe, plus tous les arômes sucrés. Moi, je dirais que peut-être mettre de côté tabac et menthe qui vont peut-être rappeler le tabac, et sur des arômes, on va dire, sucrés. Mais surtout, on va dire utiliser des vapes dans des distributeurs français. Et ce n'est pas par rapport aux arômes, mais il faut savoir que beaucoup de fabricants ont donné leurs produits de manière à les labelliser et à obtenir des normes AFNOR. Et donc, distributeur français avec les normes AFNOR, ça permet d'être sûr d'avoir un produit qui n'est pas frelaté, comme ça a pu se produire aux États-Unis il y a 2 ans, avec soi-disant des pneumopathies, on va dire, liées à la vape. Bon, elles étaient liées à l'huile de cannabis achetée sur le Darknet,
Et bien sûr, au niveau des poumons, hein, de l'huile, ça ne se vaporise pas bien et on retrouvait des billes, on va dire, de lipides à l'intérieur des macrophages, à l'intérieur des poumons. Donc, d'acheter, on va dire, des produits dans des boutiques, on va dire, référencées, pas chez le buraliste, hein, et au moins, ça permet d'avoir toutes les chances de son côté. Eh bien, comme il n'y a plus de questions, je vais reprendre un petit peu la main parce que nous avons vu que il est préférable d'être aidé pour arrêter dans de meilleures conditions. Sachez que MGEN, qui est votre partenaire santé, vous accompagne aussi sur cette voie. En plus, bien sûr, des remboursements des substituts nicotiniques en complément de l'assurance maladie. Chaque adhérent bénéficie d'un forfait Se soigner autrement. Il concerne diverses pratiques, notamment l'acupuncture qui a été citée tout à l'heure, et puis des séances de diététicien. Donc, on a vu que ça avait un grand intérêt parfois. Alors, pas pour tout le monde, puisque tout le monde ne prend pas du poids non plus avec l'arrêt du tabac. Mais si c'est le cas, effectivement, on a vu que ça pouvait être intéressant de pouvoir s'adresser à un diététicien dans le cadre de l'arrêt du tabac. Sur le site mgen.fr, vous avez accès à de nombreuses informations, prévention santé en général, et vous pouvez aussi connaître les actions de prévention de votre département ou de la région. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre. Là aussi, vous avez pas mal d'articles. Et puis, plus particulièrement, MGEN met à disposition de ses adhérents un service, un programme d'accompagnement qui s'appelle ViveOptime. C'est un programme qui est personnalisé, à la fois digital et humain, de façon à être accessible à tout moment et quel que soit son lieu d'habitation. C'est encadré par des professionnels de santé pour prendre soin de vous et optimiser vos habitudes de vie avec des actes simples au quotidien. ViveOptime a beaucoup évolué depuis son lancement et propose toujours de nouveaux contenus, de nouvelles missions, et aussi de nouveaux parcours, et notamment un parcours qui est en lien, en accompagnement des addictions. Donc, on parlait tout à l'heure du risque de passer d'une addiction à une autre, finalement, et c'est vrai qu'il y a l'arrêt du tabac en lui-même, mais il y a aussi son rapport à l'addiction qui peut être interrogé. Et donc, ViveOptime peut également vous accompagner sur cette vigilance par rapport aux addictions. Vous pouvez aussi trouver beaucoup de recettes, de conseils diététiques. Je reviens à la question sur la prise de poids qu'on a vu apparaître 2 fois dans le fil de discussion. Et puis, vous pouvez bénéficier d'un certain nombre de webinaires, alors bien sûr sur toutes sortes de thématiques santé, mais aussi plus particulièrement alors, sur l'addiction. On a un webinaire Addiction, témoignage d'Hervé Hercré, qui raconte son parcours d'ancien addict. Et c'est intéressant justement de voir des témoignages de personnes qui sont passées par l'addiction, mais qui ont réussi à la surmonter. Et puis, il y a aussi un certain nombre de webinaires autour de la gestion du stress. Et c'est vrai que l'arrêt du tabac, Joël Lapalus en a parlé un petit peu, ça peut activer un certain nombre de réactions de stress. Et donc, vous avez des webinaires qui peuvent être sur la musicothérapie, par exemple, ou comment gérer le stress dans son quotidien. Et puis, le docteur Harvers l'a cité, on a aussi des séances de méditation guidée qui sont accessibles sur viveoptime.fr. Donc, là aussi, ça peut être un apport non négligeable pour vous accompagner dans votre arrêt du tabac. Alors, plus généralement, on peut vous accompagner, comme vous le voyez, sur différents aspects, logement, retraite, famille. Et n'hésitez pas à nous appeler pour toute question, à prendre rendez-vous, à remplir également la fiche contact que vous pouvez avoir directement via le QR code. Et puis, par ailleurs, un sondage a dû être lancé ou va être lancé sur le fil de discussion. N'hésitez pas à y répondre.
Ces sondages qui peuvent paraître parfois un peu rébarbatifs, là ici il est très très court, hein, c'est volontaire. Ils sont importants pour nous parce que grâce à vos réponses, nous sommes guidés dans nos projets et dans nos futures actions. Donc, toutes vos réponses ont leur importance. Pendant que vous répondez, je vais me permettre de vous dire que j'espère que cette webconférence a pu vous montrer que oui, arrêter de fumer, c'est possible. L'idée que j'en retiens plus particulièrement, c'est qu'il ne faut pas hésiter à se faire accompagner et à diversifier, à multiplier les aides. Essayer de prendre plusieurs aides, de saisir plusieurs opportunités en même temps. J'adresse bien sûr un grand remerciement à nos intervenants, au Dr Philippe Arvers et puis à Joël Lapadu. Je vais les laisser vous dire un dernier mot et vous dire au revoir s'ils le souhaitent. Et je remercie vraiment aussi chacune de votre participation et je vous souhaite une très bonne fin de journée et je laisse nos intervenants vous saluer à leur tour. Écoutez, je vous remercie infiniment d'abord de m'avoir invité, de nous avoir écoutés. Et j'espère que si cette intervention a pu vous donner juste un tout petit, comment dire, si j'ai pu planter une petite graine d'espoir en vous, alors je suis la plus heureuse. Et puis, c'est possible d'arrêter. Je tenais à vous remercier pour votre invitation. Alors, moi, je le constate un peu tous les jours, il est toujours possible d'arrêter. Pour certaines personnes, c'est plus facile que pour d'autres. Là, il y a une certaine inégalité, on va dire, d'arriver, on va dire, à ce sevrage tabagique. Mais l'important, c'est vraiment de mettre toutes les chances de son côté, de bien choisir le moment où on va arrêter, et puis d'avoir un peu son couteau suisse, c'est-à-dire vraiment d'essayer de voir tout ce qui va permettre, on va dire, que ce sevrage réussisse. Et puis, si ça ne marche pas, se dire, il n'y a pas de problème, je vais rebondir et la fois prochaine, ça fonctionnera. Bien identifier ce qu'aura pu être à l'origine, on va dire, de cette rechute, mais en étant accompagné, parce que c'est quand même mieux d'être accompagné, ça fonctionne. Et puis, s'il y a, on va dire, une dépendance nicotinique, ne pas hésiter à avoir, on va dire, la quantité qu'il faut, le temps qu'il faut, de manière à ce que vous puissiez tourner la page, parce que, comme le précisait la Joël, on fait vite, on va dire, la différence entre l'avant et après par rapport à tous les bénéfices que l'on tire de cet arrêt du tabac. Donc, voilà. Une dernière précision, j'enverrai effectivement, le docteur Arvers y a fait allusion, j'enverrai effectivement l'ensemble du diaporama d'ici la fin de la semaine aux inscrits pour cette action. Donc, vous retrouverez tous les éléments. Bonne fin de soirée à tous. Merci.